Bonjour tout le monde, bienvenue à notre nouveau webinar Seed Legals avec une invitée de choix qui est Aude, côté Eldorado. Salut Aude, Salut Florent, ça va? merci. Ouais, ça va très bien et toi? Ça va super, merci. On va laisser les personnes se connecter, nous rejoindre. On est avec pas mal d'inscrits, donc ce qui fait toujours Yes. plaisir. Bonjour Jérôme, exactement plus Jérôme, ça fait plaisir. Tu as pris les devants sur Mhm. la petite explication avec Zoom, les webinaires, vous le savez. Vous pouvez communiquer, l'idée c'est d'interagir avec nous, donc, que ce soit avec Maud et moi évidemment, avec toutes les questions que vous pouvez avoir, notamment sur cette thématique de la levée de fonds. Et ce qu'on s'est dit avec Aude, c'est qu'il y a 5 étapes qui nous paraissaient importantes pour bien préparer et donc bien réussir, en tout cas maximiser vos chances de réussite sur cette étape assez clé et complexe qu'est la levée de fonds. Avec un contexte, on va y venir, on va en parler un petit peu, qui n'est pas forcément très très favorable côté entrepreneur, mais j'en dis pas plus. Vous pouvez donc poser vos questions directement dans le chat. Bonjour Jérôme et bonjour tout le monde. Voilà, vous voyez comment ça fonctionne. N'hésitez pas à vous présenter aussi si vous le souhaitez dans le chat. Le plus interactif on est, le plus sympa ça l'est quand même ces webinaires, si on parle que nous. Et on se réservera aussi pour ce contexte 15 minutes à la fin justement pour échanger. Mais si vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas à les poser. On pourra les prendre à la volée avec Aude, ce qui nous permettra, de rendre, encore une fois, assez interactif cet échange. Pour commencer, peut-être, je vais présenter rapidement le thème de ce dont on va parler ce soir avec toi, Aude. Et pour me présenter en 2 mots, moi, je suis en charge de l'équipe française de Seed Legals. Je suis avocat de formation, ex-entrepreneur. J'ai lancé donc le marché français en 2020. On a plus de 500 startups qu'on a accompagnées en France. On a plus de 50 000 startups et investisseurs au global dans le monde côté Seed Legals, principalement en Angleterre. Là, on s'est initialement lancé en 2016 et on accompagne sur toute la partie opérations juridiques liées aux opérations sur le capital, que ce soit du financement, contrat de BSR, augmentation capital, pacte d'associés, lettre d'intention et tout ce qui s'ensuit, gestion de la table de capitalisation et l'intéressement capital des salariés via des BSPCE, mais également on travaille avec des partenaires qui sont sur la petite phase amont. Et quand je dis petite, c'est juste un petit lapsus comme ça, Mhm. sur la préparation du roadshow et notamment Eldorado, avec qui on travaille depuis quasiment le début du lancement du marché français. Et j'ai la chance donc de parler avec toi ce soir, Aude, sur cette thématique de la levée de fonds. Merci encore d'être là, Aude. Avec Je te plaisir. laisse te présenter en 2 mots. Yes, merci beaucoup Florent. Bonjour à tous. Donc effectivement, moi je suis Aude, je suis managing partner chez Eldorado. Et donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, Eldorado, on est un cabinet de conseil en financement. Peut-être que certains reconnaissent le décor derrière moi. On est basé à Station F depuis 3 ans maintenant et on existe depuis 2017. Notre métier, c'est d'accompagner les entrepreneurs de la tech essentiellement et de l'early stage dans leur recherche de financement. On a 2 branches chez Eldorado. On accompagne effectivement sur la levée de fonds dont on va parler ce soir en amont de la levée, donc tout ce qui va concerner finalement la préparation de la documentation. BP, DEC, Valo et stratégie de financement. On va bosser avec notre communauté d'investisseurs pour justement présenter les opportunités et les startups aux investisseurs qu'on a en base et avec qui on travaille très régulièrement. Donc, ça va être du business angel, fonds de venture capital, CVC, family office. Et puis, on a toute une expertise sur le financement qu'on appelle non dilutif. Donc, tout ce qui va être dette bancaire, dette publique auprès de BPI France, subventions, fiscalité aussi avec le crédit d'impôt recherche et le crédit impôt innovation. Donc, on a vraiment comme mission de construire avec les entrepreneurs un plan de financement global, pardon, et de les accompagner dessus parce qu'on sait que c'est pas évident. Les financements, c'est une jungle, comme on aime le dire chez Eldorado, très chronophage. Et donc, on est là pour vous aider sur ces sujets-là. Et c'est de ça dont on va parler ce soir. Merci beaucoup pour cette présentation. Et en plus, dernière nouvelle, tu as pris aussi la direction du pôle Toi Ventures côté Ouais, Eldorado. tout à fait. Donc Charles-Antoine, lui, est sur la partie non dilutive, avec Absolument. Fabien Chaltiel, qui lui reste toujours là, mais avec un peu de recul, qui est un des cofondateurs d'Eldorado. Voilà, ça c'était la petite nouveauté sur euh, Ouais, l'équipe. Et pour absolument. rentrer maintenant sur notre thématique du soir et les sujets dont on va parler, on s'est dit, comme je le disais en introduction, 5 étapes qu'on va balayer ensemble avec Aude et vous. Donc, sur la partie levée de fonds, sur la partie dilutive, donc faire entrer des investisseurs, comment les trouver, des investisseurs privés. On ne parlera Mhm. pas ce soir de non dilutif. On a l'occasion déjà d'en parler sur d'autres webinaires et on pourra en reparler aussi avec Eldorado à l'occasion, avec plaisir. Ces 5 points,
quels sont-ils? C'est d'abord un rapide état des lieux sur le contexte des levées de fonds actuelles. C'est toujours bien d'avoir un peu de contexte macro par rapport à ce qui se passe et à l'évolution qui a suivi, notamment une grande hype 2021 avec quand même un contexte géopolitique qui a changé en 2022, un contexte économique et financier également, dans la continuité avec 2023, une inflation assez forte et aussi en 2022 au départ, mais on en reparlera. Deuxième point, c'est aussi bien connaître les grandes étapes de la levée de fonds, donc toujours avoir une vue assez générale, macro sur cette partie, et avant de rentrer un peu plus dans le détail, évidemment, sur les points suivants qui sont comment déjà contacter les investisseurs, mais aussi comment les Oui. cibler, les métriques peut-être attendues, et cetera. Mais ça, on pourra en parler un peu plus en détail encore dans le quatrième point, qui est la Mhm. préparation du pitch deck. Et enfin, on pourra terminer, mais de manière aussi assez succincte, sur les aspects juridiques et anticiper ces points juridiques, évidemment avocat et juriste, donc je pourrais vous en dire un peu plus sur ces aspects-là, mais sans vous assommer non plus, avec la technique, surtout que c'est le dernier point. On aura donné quand même pas mal d'informations, mais l'idée, c'est que vous reteniez quand même ces principaux éléments. Et si on commence maintenant, effectivement, le contexte. Aude, qu'est-ce que tu en Ouais, penses? ouais. Euh, alors, effectivement, en fait, quand on est entrepreneur et notamment en recherche de financement, il ne faut pas oublier que le marché, le contexte macroéconomique a un impact hyper important sur vos recherches de financement. C'est vrai que parfois, on a tendance à être vraiment la tête un peu dans l'eau avec notre projet et hyper focus. Mais il faut savoir que le marché de la levée de fonds reste un marché qui, malgré ses spécificités, est lié au marché financier de manière beaucoup plus globale. Et en fait, pour comprendre aujourd'hui comment ça fonctionne et où est-ce qu'on en est, il faut revenir un petit peu en arrière. Donc, le venture capital en France a explosé. Donc, quand on parle de venture capital, je parle vraiment de l'investissement en equity au sein d'entreprises non cotées de type startup. Et donc, effectivement, c'est une industrie qui a pris beaucoup, beaucoup d'ampleur ces dernières années, et notamment post-Covid, où finalement, on a vu une augmentation record et du nombre de startups, et du nombre de levées de fonds, et du nombre de licornes. C'est vrai qu'il y a un moment donné où on suivait vachement les nouvelles licornes, c'était des choses qui étaient très médiatisées. Et je pense que vous l'avez remarqué, ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu un article dans les Échos nous annonçant une nouvelle licorne. Parce que effectivement, après une année record où l'écosystème a levé 15 milliards, un peu plus de 15 milliards en 2022, on a commencé à rentrer dans un cycle finalement beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe, et un cycle de ralentissement. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs explications à ça. Et en fait, c'est un peu comment dire, plusieurs briques qui se sont assemblées au mauvais moment, entre guillemets, en tout cas au même moment, qui ont eu des répercussions. Ça a commencé fin 2022 aux États-Unis avec le ralentissement de la tech et des investisseurs qui ont commencé à retourner vers des valeurs qu'on appelle refuges, donc de l'obligation, de la dette, etc., et à retirer finalement leur position dans la tech, ce qui a engendré un effondrement des valorisations. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2022, fin 2022, il y a vraiment eu beaucoup, beaucoup de bruit autour de l'effondrement des valorisations de Netflix, de Tesla, ce genre de grosses startups qui ont levé énormément d'argent, qui étaient en hyper croissance, et qui se sont retrouvées dans des situations un peu compliquées. Et donc, en fait, ce retour des investisseurs vers des valeurs refuges a fait descendre le prix et la valeur des startups. C'est simplement le fonctionnement de l'offre et de la demande, hein. Moins Parce il y qu'il y a a eu d'offres, plus le un prix baisse. effet domino par la suite alors, du coup, Exactement, justement sur ces exactement. aux États-Unis, des valeurs matures telles que tu les as mentionnées C'est ça. et ensuite cet effet domino, mais je te laisse, ouais, préciser ce Exactement. point. Ouais, exactement. Et donc, c'est arrivé effectivement jusqu'en Europe, puisque de toute façon, les marchés financiers sont des marchés avec un fonctionnement systémique. Donc, quand il se passe quelque chose dans un pays comme les États-Unis, les répercussions sont globales. Et à la suite de ça, on a connu un contexte géopolitique très compliqué, puisque la guerre en Ukraine a démarré, ce qui a en fait simplement continuer de faire ralentir les marchés financiers, couplés à l'inflation, pénurie de matières premières, etc. Donc, on est sur un contexte qui est compliqué et qui l'est toujours aujourd'hui. Et en fait, pourquoi on parle de ça en introduction? Parce que en tant qu'entrepreneur, vous devez être au fait de ce qui se passe
de manière globale sur les marchés, puisque ça influence votre façon d'échanger avec les investisseurs. Les investisseurs, ce sont des acteurs financiers et donc vous devez vous adapter à leurs obligations à eux, à leur changement de thèse à eux. Et forcément, ce genre de mouvement de marché va impacter leur façon d'investir jusqu'à nous, jusqu'au fonds de venture capital français qui investissent dans les startups françaises. Et en fait, les conséquences que ça a pour vous en tant qu'entrepreneur en early stage, c'est comprendre que les valorisations ont baissé et proposer des valorisations cohérentes aux investisseurs auprès desquels vous allez lever. Et c'est aussi comprendre que à une période où on valorisait l'hypercroissance à tout prix, peut-être à défaut de rentabilité, aujourd'hui, les investisseurs vont vous demander de plus en plus de rentabilité, vont chercher des entreprises qui n'ont pas nécessairement besoin de lever des fonds tous les 6 mois pour croître. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important dans votre réflexion de la levée de fonds et en fait dans la construction de votre documentation, que ce soit BP ou DEC, il faut que vous preniez ça en compte et comprendre que vous compreniez que la rentabilité est un argument à ne surtout pas sous-estimer. Et la dernière chose, c'est aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué de lever des fonds, donc il faut venir hyper bien préparé et hyper carré parce que c'est vraiment un exercice compliqué. C'est une bonne transition avec la suite et aussi la raison pour laquelle on a fait ce webinaire, justement pour donner quelques clés sur ces aspects, vous aider avec ces tips autant que faire se peut sur justement comment bien vous préparer parce que effectivement, ça impacte tout type d'investisseurs parce qu'on peut se dire, et on va en parler aussi, comment aller chercher des investisseurs. Est-ce que ce sont des fonds d'investissement tout de suite ou est-ce que c'est plutôt des business angels? Là aussi, on va vous donner quelques tips parce que souvent on peut perdre du temps et se Mhm. défocus, comme on dit, sur certaines choses là où il faut attendre d'être peut-être un peu plus mature, mais on va y revenir. Et avant aussi de passer un peu à quelles sont ces grandes étapes de la levée de fonds, donc on en finit sur effectivement ce contexte. Donc il y a également peut-être le point dont tu parlais, c'est le fait que l'argent n'est plus gratuit, donc il y a eu la hausse des taux et ce qui a été dans le continuum des différents éléments dont tu parlais, Aude, et ce qui a vraiment aussi changé justement ce paradigme sur les investissements dans des valeurs plus risquées qui sont les valeurs parce que c'est un actif financier quelque part, comme tu l'as aussi dit, Bien sûr. sur les actifs qui sont ceux des startups. Donc vous, les projets que vous misez avec effectivement un très beau potentiel, évidemment, mais c'est l'actif qui peut être le plus risqué. Et statistiquement, on le sait, il y a plus de chances que ça ne rapporte rien, que ça puisse rapporter un multiple euh, très important. Ceci étant dit, on va pas continuer là-dedans et on va se donner des éléments quand même assez positifs. Évidemment, c'est dur de lever des fonds, mais ça investit toujours. Il y a toujours des business angels qui sont intéressés d'investir, évidemment. Il y a toujours effectivement des levées de fonds. La question de la valorisation, la question des éléments à avoir en tête, on va en parler et justement, on va éclaircir tous ces aspects. Ouais. D'ailleurs, même avant de voir un petit peu ces grandes étapes de la levée de fonds, il y a quelques conseils importants que tu aimes bien donner qui se retrouvent dans vos slides côté Eldorado. C'est notamment le fait que, les financements les plus importants, c'est celui des clients. C'est d'abord développer cette partie-là, votre Tout cash, à fait. votre chiffre d'affaires. Ensuite, avoir, donc parler sont des moyens de se financer, lever des fonds, c'est un moyen et pas une finalité. Euh, Mhm. et le dernier point que vous rappelez côté Eldorado souvent, et complètement aligné là-dessus, côté Sénégalais évidemment, c'est la recherche de financement, c'est chronophage et fatigant. Donc, il ne faut pas se décourager, il faut se préparer. Et donc, comment se préparer? Si je vous partage rapidement euh, les principales étapes que vous aimez bien aussi partager côté Eldorado, je vais vous partager ça en 2 secondes. Hop, partage d'écran. Et après, on va revenir un peu à ces discussions. Mais dans l'idée, vous le voyez. Donc là, vous voyez mon écran avec ces grandes étapes. Ouais. Évidemment, on les voit ici, mais je te laisse, Aude, peut-être les passer rapidement en revue, puis on en discute. Ouais, absolument. Euh, Effectivement, la levée. Donc, tu fais bien, Florent, de rappeler que on a posé le contexte macroéconomique, et il faut le connaître. Maintenant, euh, effectivement, les levées de fonds, il y en a toujours, notamment en early stage. Hein, et c'est vrai que les business angels et d'autres typologies d'investisseurs nouvelles et hybrides, comme les club deals, comme les réseaux d'investisseurs, les réseaux de business angels, sont sur le marché et continuent d'investir en early stage. Et donc, effectivement, pour se lancer dans la levée de fonds, la première chose,
c'est de se poser la question de est-ce que j'ai besoin d'une levée de fonds? Si oui, auprès de quel investisseur je vais lever? Est-ce que je suis VC compatible? Une fois que toutes ces questions ont été répondues, et je pense qu'on y reviendra après en parlant de la typologie d'investisseurs, là, vous pouvez commencer à préparer votre levée de fonds. Une levée de fonds aujourd'hui, il faut compter 6 à 9 mois. 6 à 9 mois, c'est à partir du moment où vous commencez à travailler sur votre documentation jusqu'à l'obtention des fonds sur le compte. C'est long parce que de toute façon, c'est une opération qui est lourde et côté entrepreneur et finalement aussi côté investisseur. En tout cas, pour les fonds qui investissent dans 10 boîtes par an, forcément, analyser un deal, c'est long et c'est normal. Ça fait partie de leur métier de dérisquer l'investissement en l'analysant au mieux. Donc, qu'est-ce que ça implique concrètement? Ça veut dire qu'en termes de trésorerie, vous devez être capable de tenir encore 6 à 9 mois sans lever de fonds, en autofinancement. Et d'ailleurs, je me permets de vous rappeler que c'est une très mauvaise idée de se lancer dans une levée de fonds quand on est au bord du précipice et qu'on a des problèmes de trésorerie. Un investisseur rationnel ne choisira pas de mettre son ticket dans une entreprise qui a des problèmes de trésorerie. En tout cas, pas les investisseurs qui cherchent à mettre des tickets dans des startups jeunes et en développement. Donc, la première étape, c'est la construction de votre documentation. La documentation, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, c'est le prévisionnel financier, le pitch deck, la valorisation. Le prévisionnel financier, c'est un document que je vous conseille fortement de construire sur Excel ou Google Sheets, mais plutôt Excel, parce que c'est vrai que il nous arrive d'avoir des entrepreneurs qui viennent nous voir avec un business plan qui est constitué de 30 pages PDF avec des tableaux que les experts comptables leur ont fournis. C'est pas ce que cherche l'investisseur. L'investisseur, pardon, il cherche un outil avec lequel il va pouvoir jouer, il va pouvoir rentrer ses propres hypothèses dedans. Et donc, le meilleur outil qu'on ait trouvé pour l'instant pour faire des prévisionnels financiers manipulables, c'est Excel. Première chose. Ce qui est important dans votre prévisionnel financier, c'est de construire vos projections sur les 5 prochaines années. Certaines personnes vous conseillent de construire vos projections sur 3 ans. Nous, on parle clairement de 5 ans parce qu'on considère que 3 ans, ce n'est pas assez pour avoir une vision de la croissance et surtout pour avoir une vision de l'exit, puisque c'est ce que cherchent les investisseurs. Les investisseurs cherchent à réaliser leur exit. Donc, on conseille de le construire sur 5 ans. La deuxième chose, c'est votre pitch deck. Le pitch deck, c'est le passeport de votre levée de fonds. C'est le document qui va pouvoir délivrer votre vision, vos capacités d'exécution, les forces du projet et récapituler les métriques et les informations financières. Le prévisionnel financier et le pitch deck sont 2 documents qui sont intrinsèquement liés, c'est-à-dire que l'un ne compte pas plus que l'autre. L'un n'est pas plus important que l'autre. Ils interviennent à des moments différents, puisque en général, le deck, c'est par ce document qu'un investisseur découvre votre projet. Ça veut dire que votre deck, il doit être assez pédagogue et ce que nous, chez Eldorado, on appelle autoportant, c'est-à-dire que sans être là présent pour pitcher votre boîte, l'investisseur doit pouvoir le comprendre et donc se mettre à la place de vos clients, de vos partenaires, pour comprendre la problématique du secteur qu'il ne va pas forcément connaître, le marché qu'il ne va pas forcément connaître. C'est un document en fait qui va vous permettre de vous poser les bonnes questions parce que la construction du deck nécessite une introspection stratégique au niveau de votre entreprise, ce qui va vous permettre d'anticiper les questions des investisseurs. Donc, ne négligez pas cette partie-là. La production de ces documents-là, ça fait partie intégrante de votre travail sur la levée de fonds. Et aujourd'hui, c'est juste la base pour pouvoir décrocher un rendez-vous avec un investisseur, en fait, simplement avoir des documents qui sont corrects. On va d'ailleurs rentrer un peu en détail sur la partie pitch deck, justement pour voir un peu les principales informations
à y mettre dedans, comment le Ouais, structurer. Pour revenir sur ce que tu disais sur la partie business plan, effectivement, si on prend à la volée la question de Seb qui dit: «Quid de ouais, la capacité de prévoir à 5 ans en avance? Impossible d'anticiper, aussi loin dans le contexte actuel». Effectivement, c'est très compliqué de pouvoir anticiper ça, mais en fait, tu bien sûr, fais parler tes chiffres, c'est-à-dire c'est par rapport à ta vision. Généralement, tu as une visibilité qui est difficilement claire à plus de 6 mois et ça, c'est clair. bien sûr, Mais évidemment. effectivement, c'est pas antagoniste par rapport au fait de prévoir quand même un prévisionnel. Généralement, effectivement, il donne l'ambition, il est en cohérence avec ce qu'on retrouve dans le pitch deck, mais je te laisse aussi répondre, donner ton avis, Ouais, là-dessus. ouais, ouais, absolument. Et personne n'est ni devin ni, ni Madame Irma, et les investisseurs non plus d'ailleurs. Donc effectivement, mais c'est pour ça qu'on parle de projection, on parle d'anticipation. Et en fait, moi, ce que j'ai envie de répondre à ça, c'est euh, plus tu connais ton marché et ta profondeur de marché et oui, et le fonctionnement de ton marché déjà, plus tu es capable de prévoir, enfin de projeter, on va dire, de projeter de manière détaillée la façon dont tu peux, de manière réaliste, aller décrocher des parts de marché une par une. Alors, après, ce qu'il est possible de faire dans ton prévisionnel financier, c'est faire une hypothèse basse, une hypothèse haute et une hypothèse basse, une hypothèse médium, une hypothèse haute. Justement, en anticipant le fait que on ne peut pas connaître le contexte de marché à 5 ans, mais au vu euh, de la croissance actuelle, on peut se dire que il y a trois possibilités. Soit en fait, on est très en dessous, enfin, on reste sur une croissance stagnante. Effectivement, on sera sur une hypothèse basse. On peut aller prendre une croissance moyenne en regardant justement la croissance de son marché et voir comment le marché se comporte. Et se dire aussi qu'on a une hypothèse haute d'hypercroissance générée par un marketing, une acquisition hyper dynamique, etc. Donc en fait, moi, ce que je dirais, c'est pour répondre à ça de manière un peu plus, un peu plus directe, c'est effectivement, on ne peut pas l'anticiper et tout le monde est au courant, les investisseurs aussi, mais ils veulent surtout voir si tu connais correctement ton marché, si tu as des hypothèses qui sont réalistes et en même temps assez ambitieuses pour intéresser des fonds. C'est là où il faut faire un peu Et c'est là où on la va voir pirouette. justement sur comment cibler les investisseurs, mais on va Exactement. passer hyper rapidement là sur ce point parce que Ouais. c'est le point Oui. juste après sur comment entrer en détail là-dessus et effectivement, on va voir, qu'il faut bien justement cibler, mais j'en dis pas plus, on voit ça juste après. Après, Ouais. roadshow, due diligence, ça c'est l'étape évidemment, c'est là où ce qui va durer généralement assez longtemps, des interactions avec des investisseurs après avoir du coup identifié et ciblé ces investisseurs, les contacter, décrocher des rendez-vous. Exactement. Parler de due diligence, c'est l'étape une fois qu'on a réussi à les convaincre, bah, voilà, ils veulent en voir un petit peu plus. Sous le Peut-être qu'ils vont capot. faire une due diligence, voilà, exactement sous le capot, mais il faut aussi, avoir en tête que quand on est une startup qui est une startup pré-seed, évidemment, ils vont essayer de contrôler certains aspects, notamment principalement par rapport à vous, les fondateurs, sur cette partie due diligence. C'est-à-dire, bah, ce qui compte le plus, c'est pas tant les chiffres parce que vous, généralement, à un stade de pré-seed ou à un stade de seed, vous n'avez pas énormément d'aspects quantitatifs à montrer. Peut-être que votre produit est quand même aussi à l'étape de prototype à ce moment-là. Et donc, bon, ils vont regarder un petit peu ces éléments pour essayer, ce que tu disais tout à l'heure aussi, de dérisquer un maximum leur investissement avec cette partie. Est-ce que tu as d'autres choses effectivement à ajouter là-dessus sur cette due diligence et roadshow? Moi, ce que j'ajouterais, c'est quand même que il faut encore une fois anticiper le temps que ça peut prendre, cette partie-là. La partie roadshow, deux choses en fait. C'est que bien maîtriser son approche investisseur, mais effectivement, on en parlera après. Euh, Anticiper le fait que les investisseurs peuvent mettre énormément de temps à vous répondre, qu'il va falloir les relancer, qu'il va falloir faire marcher son réseau, qu'il va falloir euh, participer éventuellement à des événements sans forcément se cramer parce que, encore une fois, c'est fatigant et que votre difficulté en tant qu'entrepreneur, c'est à la fois de continuer de faire de la croissance parce qu'on ne peut pas lever si on ne continue pas de faire la croissance et en même temps de gérer cette levée de fonds. Donc, ne pas trop se disperser, mais voilà, anticiper que le roadshow, ça va être chronophage. Et la partie due diligence, euh, moi, j'ai accompagné des boîtes dont la due diligence a duré 9 mois, voire 12 mois, parce qu'en fait,
en plus d'aller regarder sous le capot, les investisseurs, à ce moment-là, sont en train de nouer une relation avec vous pour voir comment vous réagissez au retour qu'on vous fait. Ils vont éventuellement vouloir mettre la tête dans le BP justement et vous suggérer d'autres stratégies de développement. Et ça peut prendre énormément de temps. Ils vont valider le fit humain qu'ils ont avec vous parce que on ne le dit pas assez, mais l'investissement, enfin en tout cas le fait qu'un investisseur mette un ticket dans votre startup, c'est souvent comparé à un mariage. Alors, Il y a beaucoup bah, d'affect je sais pas si là-dedans. Ouais, bien ouais, je sûr. sais pas si la métaphore est la meilleure, mais en tout cas, effectivement, vous êtes liés pendant 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et si ça se passe pas bien avec votre investisseur, ça peut être très compliqué pour vous en termes de gouvernance. Et justement, ça, c'est clairement un sujet, je pense, qui sera évoqué à la fin. Mais voilà, en fait, cette partie-là peut durer très, très longtemps. Et aussi, servez-vous-en pour vous aussi valider votre fit avec votre investisseur. Parce qu'en fait, Dans les deux c'est sens. pas, ouais, c'est pas à sens unique, en fait. On a tendance à dire oui à la première proposition financière qu'on nous fait parce qu'on a peur, en fait, de passer à côté de sa levée de fonds. Mais vraiment, c'est important que vous aussi vous sentiez à l'aise avec votre investisseur, que ce soit un investisseur qui corresponde à ce que vous cherchez, etc. Et la dernière chose, ayez en tête que le temps de l'investisseur et le temps de l'entrepreneur n'ont rien à voir. L'entrepreneur, il est dans le jour, enfin, il est dans la gestion quotidienne des urgences, des problématiques. Un jour, on a signé un super deal et le lendemain, finalement, ça tombe à l'eau et puis le surlendemain, il se repasse quelque chose. Donc, l'entrepreneur a tendance à être ultra dynamique sur sa gestion et à foncer. L'investisseur, au contraire, il a tout intérêt à prendre du temps. Pourquoi? Parce que plus les mois passent, plus votre entreprise, normalement, fait de la croissance, plus elle devient mature et donc lui, il dérisque finalement son investissement. Donc on est vraiment sur deux temporalités différentes et il faut l'anticiper. Encore une fois, D'où je vais l'importance. beaucoup dire le mot anticiper, mais Ouais, vraiment trop mais important. d'où Euh, l'importance de ce que tu disais sur aller lever des fonds quand on a des problèmes enfin, des besoins de cash ou de trésorerie, peu compliqué. Si on est dans cette situation qui, je pense, est quand même assez exceptionnelle dont tu parlais, une due diligence qui dure 9 à 12 mois, en tout cas, ouais. je l'espère, parce que on a le temps, effectivement, si on a un renoué, donc du cash en banque qui nous permet de tenir uniquement 6 mois, bah, bref, vous voyez l'idée. Ah bah oui, bien sûr. Donc, une fois qu'on a vu ces 3 points, pour passer rapidement, et ça, ensuite, c'est la partie juridique, ce qui concerne principalement nous, ce qu'on peut faire pour vous accompagner avec Légal sur ces aspects. Dès lors qu'effectivement, vous avez commencé à recevoir des propositions de la part d'investisseurs, parce que la lettre d'intention, il faut aussi voir, on pourra en parler peut-être en filigrane avec la typologie des investisseurs, mais ça peut être aussi à votre initiative que vous envoyez la lettre d'intention, pas forcément que les investisseurs vous l'envoient. Évidemment, on peut se dire plus souvent, c'est l'investisseur qui m'envoie la lettre d'intention avec les termes, très bien, sur la base desquels on va discuter. Mais quand on fait par exemple un tour de pré-seed ou un tour de seed, peu importe, avec des business angels qui sont, je sais pas, une dizaine, quinzaine, pas forcément un club de business angels, parce que c'est encore une typologie un petit peu Ouais. différent dont on va parler, ben forcément, c'est pas, vous n'allez pas recevoir 40 ou 15 ou 5 term sheets différents. Donc peut-être que vous allez être à l'initiative. Généralement, c'est le cas, mais c'est là où on vous aide aussi, bien sûr, avec CDGAZ. Pour mettre en place les termes, premier terme, on va en reparler après sur la partie juridique. Évidemment, il y aura les questions de valorisation, il y aura les aspects donc économiques et de gouvernance dont tu as un peu parlé, Aude. Et après, ce qui va ensuite être mis de manière plus détaillée dans le pacte d'associés, donc effectivement, qui est le point qui suit la lettre d'intention. Il peut également y avoir potentiellement des engagements pris qui sont des garanties d'actifs et de passifs côté entrepreneur pour garantir ce qui s'est passé avant potentiellement aux investisseurs qui investissent à ce moment-là. Pareil, pré-seed seed, généralement, c'est pas tellement le cas parce que la société est quand même relativement jeune. Mais bref, une fois qu'on a fait ça, ensuite on a les décisions d'associés. Et là, on va avoir affaire à ce qu'on appelle enfin le closing ou alors le bout du tunnel avec les démarches administratives. Et là, c'est juste, on met à jour l'extrait gabis, mais on aura déjà reçu les fonds sur le compte d'augmentation de capital. Mais bref, pas le compte courant de la société. J'y reviendrai rapidement à la fin pour parler de ces aspects un peu juridiques. Encore une fois aussi, je reprends ce que tu dis, Aude, mais anticipé. Donc voilà, on va ne faire que répéter ce point parce que c'est l'idée. Et si vous vous Ouais, c'est préparez l'idée. bien, derrière, il n'y a pas de surprise. Et c'est, encore une fois, maximisez-vous votre temps de façon à pouvoir optimiser.
à la fois l'opérationnel qui est le vôtre, avec le day-to-day, la gestion de la boîte, et en même temps de pouvoir gérer cette partie levée de fonds longue, chronophage. Et aussi pour le moral, il faut se préparer parce que souvent on prend plus de non que de oui, hein, et on peut prendre quand même pas mal de bâches de la part d'investisseurs, pas forcément tous bien intentionnés, mais peu importe, hein, il peut y avoir des entrepreneurs mal intentionnés aussi, mais on n'est pas là de toute façon pour juger. Le point qui suit, on a passé les 2 premiers points qui sont contexte et les principales étapes. Maintenant, le troisième, c'est quoi? Bah, c'était celui sur les investisseurs, les typologies d'investisseurs. Parce que qu'on aille chercher des investisseurs fonds d'investissement, family office, club de BA, Lonely Wolf, comme on peut les appeler, mais plutôt donc indépendants qui investissent comme ça, ou même des personnes de son entourage, du friends and family, des amis et la famille, euh, en fonction de la maturité, en fonction de, tu l'as dit tout à l'heure, et je reprends le terme, mais VC compatible, forcément, il faut définir cette stratégie parce qu'on peut s'épuiser pendant des heures, des semaines, des jours, voire des mois à aller chercher en fait des typologies d'investisseurs, mais qui sont pas du tout adaptées à notre maturité en fonction d'où on en est. Et en fait, là, on est complètement en train de s'épuiser pour rien. Et en plus de ça, j'en parlais là, le moral, bah, il en prend aussi un coup parce que prendre des noms et dire bah oui, non, 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 longueur de journée, bah, alors que si on avait quelques oui. Et donc là, d'où l'importance d'avoir en tête cette typologie d'investisseurs. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Ouais. là-dessus, Aude? Ouais, avec plaisir. Et effectivement, on prend des noms et en plus, on ne sait pas forcément pourquoi. C'est ça aussi qui est difficile. Effectivement, avant de partir tête baissée dans le roadshow, il faut absolument se poser des questions. Les questions, c'est à quel stade de maturité je suis et pas uniquement en fait en termes de KPIs, mais aussi quel est l'objectif de ma levée de fonds. Est-ce que ma levée de fonds, elle va servir à finir mon produit, finir ma tech? Est-ce que ma levée de fonds, elle va plutôt servir à accélérer ma commercialisation? Est-ce qu'elle va servir à lancer un nouveau produit? Et en fait, définir l'objectif de votre levée de fonds, c'est une des premières choses à faire pour ensuite cibler correctement vos investisseurs. La deuxième chose, c'est quelle typologie d'investisseurs j'ai envie d'avoir moi aussi autour de la table. Est-ce que je cherche des investisseurs qui vont uniquement m'apporter du capital? J'ai pas envie d'avoir des personnes qui vont avoir une place stratégique dans la boîte. J'ai pas envie d'avoir des investisseurs à qui je dois trop rendre des comptes, à qui je dois trop échanger. Et en vrai, c'est OK. Enfin, il y a plein de typologies d'investisseurs qui existent. Il y a plein d'entrepreneurs avec des besoins différents et il faut simplement comprendre ses propres besoins. Troisième chose, c'est j'évolue dans quel secteur et dans quel business model. Est-ce que je suis sur un business model et un secteur qui lève des fonds en ce moment? Parce que forcément, et je crois que ça a été mentionné tout à l'heure par Quentin, qui parlait d'hypercroissance sur l'IA. Effectivement, il y a des secteurs euh, qui se comportent de manière un peu exceptionnelle par rapport au marché. L'IA en ce moment, oui, c'est hyper VC compatible. On a vu cette année en France des levées de fonds et notamment une très très grosse levée qui a levé à un stade de deck. Mais en fait, c'est pas la réalité. C'est-à-dire que c'est des glitches dans la matrice. Enfin, c'est pas comme ça que l'écosystème fonctionne. Ça arrive, mais c'est plutôt des exceptions. Et quand on n'est pas dans ce cas de figure-là, eh bien, on se pose ce genre de questions. Et donc, est-ce que je suis dans un secteur qui lève? Est-ce que je suis sur un business model qui lève? Et donc, si effectivement, on a un objectif de levée de fonds qui est cohérent, on a besoin de lever des fonds pour atteindre cet objectif. En tout cas, pour accélérer sur cet objectif. Moi, j'aime bien qu'il y ait toujours un plan B et un plan C avec les entrepreneurs qu'on accompagne. C'est-à-dire que tu ne sais pas comment le marché se comportera dans 6 mois. Peut-être qu'en fait, la levée de fonds sera beaucoup plus difficile que ce qu'on a anticipé. Comment on fait pour continuer de croître sans levée de fonds? Et là, il y a le sujet du financement non dilutif qui s'ouvre, mais on ne va pas en parler ce soir parce qu'on n'a pas le temps. Mais toujours avoir d'autres scénarios, c'est important. J'ai en tête la typologie d'investisseurs que je veux. Là, je vais aller commencer à creuser. Donc, il existe plein de bases de données, plein de listes partout. Il y en a qui sont payantes, il y en a qui sont gratuites. Vous pouvez aller creuser. La première chose à faire, c'est aussi d'aller creuser autour de son réseau, solliciter les gens qu'on connaît, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui investit, etc. Et que le premier cercle et le réseau, c'est hyper important dans l'investissement. Et donc là, vous avez effectivement plusieurs typologies d'investisseurs que vous pouvez cibler, pardon. Et donc, la première, effectivement, ce sont les business angels.
quand on fait pas ou peu de traction, mais qu'on a un objectif de levée de fonds qui est clair et qu'on considère qu'on est capable de lever des fonds, alors effectivement, on peut aller toquer à la porte des business angels, qui sont des investisseurs qui ont un comportement assez intéressant. Les business angels, comme ce sont des personnes physiques qui investissent leur argent propre, finalement, il existe énormément de typologies de business angels. Il y en a qui se rassemblent par réseau. Les réseaux, en fait, ils se structurent autour de points d'intérêt communs. Par exemple, je ne sais pas, les business angels, les alumni des arts et métiers. Donc, en fait, ils se rassemblent parce qu'ils ont tous fait la même école. Provence Angel, qui se rassemblent parce qu'ils sont tous dans la même région. On va avoir Femmes Business Angel, ça, ce sont des investisseuses qui se rassemblent parce qu'elles ont voulu créer un club d'investisseuses femmes. Attention, elles n'investissent pas que dans des projets portés par des femmes, c'est important de le rappeler. Ou à contrario, Leia Capital, qui sont aussi des investisseuses, mais qui vont investir uniquement dans des projets portés par des femmes. Donc voilà, les business angels se rassemblent par point d'intérêt. Et donc là, la première chose à faire, c'est se dire, bon, bah, moi, au vu de mon secteur, de mon réseau, des gens que je connais, peut-être de mon expérience précédente, etc., quelle typologie de club de BA je peux cibler et quel BA solo BA est-ce que je peux aller voir? Ce qui est intéressant, c'est par exemple d'aller solliciter des chefs d'entreprise ou des cadres du secteur sur lequel vous intervenez. Par exemple, si vous êtes dans l'industrie agroalimentaire, eh bien, ce qui est intéressant, c'est peut-être d'aller solliciter des cadres ou des C-level de Danone, de Nestlé, je sais pas, enfin bref, de grosses entreprises qui ont un intérêt pour le secteur et qui vont pouvoir surtout vous apporter autre chose que du capital. Ces gens-là, ils vont pouvoir vous apporter un accompagnement stratégique et un réseau et potentiellement vous ouvrir des portes que vous n'auriez pas forcément envisagées. Donc le BA, vous pouvez le voir comme un investisseur stratégique, pas forcément, mais ça peut l'être. Et c'est très intéressant. Et moi, ce que je vous conseille pour approcher un BA, c'est vraiment de trouver des synergies avec son profil et d'expliquer pourquoi vous venez le voir lui et pas quelqu'un d'autre. Parce que le problème, c'est que quand on commence à être sur des listes d'investisseurs, on est extrêmement sollicité et que du coup, il faut se démarquer pour attirer l'attention. Peut-être une Une logique précision, de quand est-ce qu'on va... personnalisation, mais Ouais, pour ouais, ouais, peut-être carrément. revenir un petit peu sur comment les Ouais. contacter, les trouver, tu l'as dit, mais je te laisse poursuivre Ouais. sur la Non, typologie, parce que je voulais préciser effectivement, si certains se posent la question des métriques, etc., il n'y a pas vraiment de métriques officielles pour aller voir du business angel, puisqu'encore une fois, il existe autant de thèses d'investissement qu'il existe de business angel. Il à sera la toujours différence compatible. des fonds d'investissement, par exemple, Oui, ou alors bon, les clubs de business angels aussi, c'est un petit peu ouais, différent parce qu'ils peuvent aussi avoir oui, des tout thèses à fait. d'investissement où en se disant, je veux investir uniquement dans des plateformes SaaS avec Ouais, des revenus récurrents, avec une logique d'innovation et donc une logique tech, contrairement à, bien sûr. par exemple, du pur e-commerce, ou alors peut-être d'autres se diront, bah, moi, je vais investir dans des boîtes qui sont avec une logique deep tech, avec donc une innovation plutôt de rupture, une logique de brevet et autres. Donc, ça aussi. Et après, dans cette thèse, c'est aussi combien je mets de tickets, le ticket moyen, c'est aussi à quel stade de financement j'investis. Et c'est là où, notamment côté investisseur, mais plutôt professionnel d'investissement, qui seraient les fonds d'investissement, donc les VC, tous n'investissent pas forcément en pré-seed et seed. Il y en a quand même qui investissent en pré-seed. C'est certains qui sont spécialisés dans ces éléments parce que le métier est quand même assez différent par rapport à ceux qui investiraient en série A ou en série B. Bien sûr. Bien sûr, c'est un rapport au risque qui est différent. Euh, et sachant quand même que des fonds de venture capital qui se présentent comme précis ou early stage, c'est très très rare, enfin très early stage, c'est très rare et en général, en réalité aujourd'hui, les fonds d'investissement demandent des métriques euh, élevées pour du précide, quoi. C'est un Ouais. peu, Parce que enfin si on moi, se dit, voilà. on parle avec des fonds d'investissement, ça, on le voit, on l'observe beaucoup. Mm. Euh, et je pense que tu partages ça aussi, d'entrepreneurs qui ont des échanges avec des fonds d'investissement. Ils disent, ah, mais je suis en contact avec des fonds d'investissement. Mais quand on pose la question, est-ce que vous générez déjà des revenus? Peut-être que oui, mais combien? Est-ce que c'est généralement plus de l'ordre du symbolique et c'est pas des centaines de milliers d'euros par an et encore moins par mois. Et donc souvent, là, c'est où il peut y avoir ce petit défocus parce que la dernière fois, j'en discutais avec un entrepreneur, je lui disais, fais attention au chant des sirènes, c'est-à-dire que là-dessus, effectivement, c'est le métier des fonds d'investissement que de sourcer des projets à fort potentiel tels que les vôtres et d'avoir dans eux leur radar
des projets qui sont les vôtres pour les sourcer. C'est Bien d'ailleurs, ils sûr. payent aussi des jeunes analystes généralement, sortis d'école ou en stage, qui sont chargés de faire ce scouting, donc d'où d'avoir des sources de deal flow, c'est-à-dire, de savoir dans les incubateurs et autres, qu'il y a des projets comme les vôtres qui sont à ce stade au début et plutôt ils ont votre contact et ils vous, mappent de leur côté. Ensuite, ils pourront éventuellement, être avec vous, mais c'est pas maintenant qu'ils vont investir. Souvent, ils vous disent le sacro-saint, «Ouais, c'est cool, on reste en contact, c'est bien, mais c'est trop tôt pour nous». Ouais. Ouais, bien sûr, ça fait partie de leur métier. Ils doivent connaître le marché, en fait, parfaitement et effectivement, ça fait partie de leur métier de vous contacter et d'échanger et d'en connaître, le plus possible, sur vous, sur votre secteur et cetera. Donc effectivement, ça peut complètement défocus. J'ajouterais juste une nuance, c'est qu'il y a certains, investisseurs avec qui ça vaut quand même le coup, de créer un lien, même si effectivement vous vous doutez qu'ils ne vont pas investir aujourd'hui parce que vous êtes en pré-seed ou en seed. Néanmoins, le jour où vous allez faire une série A, le fait de connaître des personnes dans le fonds d'investissement, alors effectivement le problème c'est que les analystes souvent ce sont des très jeunes, et souvent en stage ou en alternance, donc c'est pas forcément des gens qui vont rester sur le long terme dans le fonds d'investissement. Mais si vous arrivez à parler avec un directeur d'investissement, un partenaire, un associé, ça dépend comment le fonds est structuré, euh, là, ça peut être intéressant d'entretenir ce lien, puisque ce sera beaucoup plus facile d'aller le voir au moment de la série A si ça fait un an que vous échangez, en fait. Et Euh, construire la relation autour de ça, ouais. clairement. Tout Mm. à fait. Exactement. Donc on a vu la Euh, typologie là, plutôt des investisseurs. Je vois que le temps passe, vite, on pourrait en parler ouais, beaucoup, mais c'est pour ça, pour il y a les 2 autres points qui sont tout aussi ouais, importants. bien sûr. Mais peut-être il existe également d'autres, évidemment, typologies pour terminer Oui. sur ce 3e point. On a les family office, on a, d'autres, aspects. Est-ce que tu voudrais compléter peut-être sur ce dernier point avant qu'on passe, à la suite? Ouais, alors rapidement, effectivement, les autres investisseurs des startups au sens large, de la tech, de l'early stage, ce sont les VC que tout le monde connaît. Et effectivement, on va plutôt s'orienter vers eux quand on est sur plusieurs dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires par mois ou centaines par an. euh, Parce qu'ils cherchent de la maturité, encore une fois, ils cherchent quand même à dérisquer l'investissement, à avoir des preuves de marché. Euh, existe aussi les corporate ventures. Ce sont des investisseurs qui sont intéressants. Les corporate ventures, ce sont les fonds d'investissement des grandes entreprises ou des grands groupes qui ont lancé finalement un fonds ou une branche d'investissement et dont l'objectif est plutôt de faire rentrer de l'innovation au sein de leur métier ou au sein de leur offre commerciale, de leur proposition. Donc des CVC, aujourd'hui, il y en a beaucoup en France. En tout cas, c'est vraiment un marché qui prend beaucoup d'ampleur. La SNCF a un CVC, l'industrie aéronautique, toutes les entreprises de l'industrie aéronautique ont des CVC, dans l'agroalimentaire aussi. Donc, pareil, ça, une typologie d'investisseurs qui sont très intéressants. Et là, c'est compliqué de faire des généralités sur leur thèse parce qu'il y a tellement de stratégies chez les CVC qu'il y en a qui se positionnent très tôt, il y en a qui se positionnent beaucoup plus tard, il y en a qui ont comme objectif le rachat de la startup, il y en a qui n'ont pas du tout cet objectif-là. Donc ça, il faut vraiment se renseigner sur leur thèse, mais c'est des investisseurs sur lesquels se renseigner. Et les family office, ce sont les holdings d'investissement, généralement, de plusieurs familles fortunées ou d'une seule famille qui décident de diversifier leur patrimoine en investissant dans des actifs comme les startups, pas que, mais comme les startups, effectivement. Et ça peut être des investisseurs aussi intéressants. Maintenant, la poche réservée aux startups et aux VC, si on regarde la globalité des family office en France, c'est quand même assez restreinte. Mais il y en a qui sont très connus et très actifs, comme Aglaé et comme la financière Saint-James, par exemple, qui sont On peut aussi prendre, Kima Ventures parce que c'est quand même quelque Ouais. part le family office de Xavier Niel, mais bon, souvent il est vu aussi comme un fonds d'investissement, early stage, et Ouais. qui est d'ailleurs un de nos investisseurs chez Cédégage. Mais, donc voilà, on voit la typologie, maintenant des investisseurs. Comment les contacter? C'est vrai qu'on a surtout insisté sur cette typologie, mais on sait, voilà, les identifier en lien avec son business comme tu l'as rappelé. Effectivement, Aude, le fait aussi de pouvoir les contacter personnalisés et là, on est
vraiment dans une logique commerciale. Quand on envoie des Oui, séquences de mails, c'est très bien d'automatiser, ça c'est hyper important pour vous. On revient sur la logique de productivité et de gain de temps. Évidemment, euh, utilisez des outils, automatisez les tâches, utilisez un CRM, suivez-les. On a pas mal d'éléments là-dessus, donc si vous voulez échanger à ce propos, mais ça, vraiment, ça à avoir en tête, mais évitez évidemment de ne pas personnaliser les emails. Tu l'as dit, Aude aussi, donc pour rappeler ce point, effectivement, ils sont très sollicités et il faut vous démarquer et il faut accrocher. Et votre but ici, c'est quoi? C'est décrocher un rendez-vous pour exactement. échanger avec eux et leur présenter quoi? Bah, le pitch deck. Et donc, il y a quoi dans ce fameux pitch deck et prévisionnel? Mais si on reprend du coup la Ouais, partie pitch deck, c'est intéressant ce que vous mettez dans votre présentation et on pourra peut-être la partager aussi, mais ouais, ça, bien sûr. on verra donc aux participants donc la présentation côté Eldorado, parce qu'on s'était dit que le format conversationnel, c'est aussi sympa d'un point de vue plus interactif. Et donc, sur ces points dans le pitch deck, évidemment, il y a toujours une logique à respecter, que ce soit en termes de nombre de slides. On va pas avoir 90 slides, mais tu vas y revenir. Il y a aussi évidemment l'accroche. Je pense que tu as Mm. quelques points à nous partager là-dessus avant de Mhm. partir sur la partie un peu plus juridique. Yes, je vais essayer de faire concis parce qu'il y a beaucoup Exactement, de il y a choses à beaucoup de dire choses. sur On le va pas deck. rentrer trop dans le Ouais. détail, mais effectivement, je te laisse y aller. Yes. En fait, le deck, comme je le disais tout à l'heure, c'est le passeport de votre levée de fonds. Donc, l'objectif, c'est de, de présenter votre projet de la façon la plus concise et pédagogue possible pour qu'une personne qui le découvre via un email, via un message LinkedIn, une plateforme de levée de fonds ou une session de pitch comprenne votre problème, la solution que vous apportez à votre problème et le potentiel de cette solution, le potentiel commercial et financier de cette solution. Si je devais résumer vraiment très dans les grandes lignes, c'est ça l'objectif du pitch deck. C'est vous avez créé une solution pour résoudre un problème. Est-ce que la résolution de ce problème a un potentiel commercial intéressant pour un investisseur? Rappel, l'objectif d'un investisseur, c'est de faire une plus-value sur ses actifs financiers. La startup est un actif financier, donc il faut rendre le plus sexy possible, on va dire, cet actif financier. Donc, les grandes verticales qu'on trouve dans le deck, c'est la problématique. La problématique, c'est très important de l'expliciter parce qu'il y a des problématiques qui sont de niche, il y a des problématiques qui sont très spécifiques à des secteurs en particulier qui touchent à la deep tech, qui touchent à l'industrie, qui touchent à la médecine. Et donc, l'idée, c'est d'apporter de la pédagogie pas uniquement pour que votre lecteur ou votre lectorat ou votre audience comprenne, mais aussi pour que la personne qui est face à votre deck se sente concernée par votre problématique, qu'elle puisse se raccrocher à quelque chose. En fait, sinon, c'est le fonctionnement du cerveau humain. C'est-à-dire que si vous ne comprenez pas ce que vous voyez ou si ça ne vous parle pas, vous n'allez pas retenir, en fait. Ça ne va pas vous intéresser. Donc, la première chose à faire, c'est comment est-ce que je peux présenter ma problématique de manière à ce que ça intéresse mon audience et mon lectorat. Et bien évidemment, je chiffre, j'apporte des chiffres dans ma problématique et je source ces chiffres, ce qui vient apporter de la consistance à mes propos. Si j'énonce une problématique sans chiffres, potentiellement, j'ai complètement inventé cette problématique ou en fait, c'est une fausse problématique ou qui concerne très peu de monde. Ensuite, vous allez avoir toute la partie sur la solution. Donc là, c'est la présentation de votre service ou de votre produit. Et ce que j'aimerais mettre en avant ici, c'est, mais n'hésitez pas à montrer votre solution, votre produit, votre service dans votre deck, quoi. Parce que c'est vrai que ça nous arrive souvent de ne pas réussir à comprendre la solution. C'est-à-dire que pour vous, c'est évident parce que vous avez la tête dedans, mais pour la personne qui vous lit, bah, ça l'est pas toujours. Et c'est vrai que montrer des captures d'écran, le fonctionnement de l'application, le produit, des photos, des prototypes, des plans, etc., ça permet aux gens de se projeter en fait. Ça permet aux gens de se projeter et encore une fois, de continuer à être intéressés, de tourner les pages du deck. On rappelle, l'objectif, c'est de générer des rendez-vous. Donc vraiment, n'hésitez pas à montrer ce que vous faites. Euh, Ensuite, on va avoir l'équipe. Et l'enjeu que vous avez quand vous présentez votre équipe, c'est de démontrer vos capacités d'exécution et votre complémentarité.
Les capacités d'exécution, comment on les démontre? Eh bien, ça passe par ce que vous avez fait avant. Est-ce que vous avez monté des boîtes avant? Est-ce que vous les avez revendues? Alors ça, c'est vraiment le meilleur green flag que vous pouvez envoyer à un investisseur, puisque l'objectif de l'investisseur, c'est de revendre la boîte. Donc, si vous êtes capable, si vous avez été capable par le passé de créer une boîte et de la revendre, c'est que vous avez le potentiel, vous avez un potentiel hyper intéressant pour lui. Donc, est-ce que vous avez fait ça avant? Si vous avez pas fait ça, C'est généralement l'exception, hein, on vous rassure. Tout le monde n'a pas créé Oui, des bien boîtes sûr, et revendues, mais effectivement, bien sûr, d'où le fait que ce soit un green évidemment. light hyper intéressant. Ouais, hyper. Et effectivement, on le sait, quand on a vendu une première boîte, il est plus facile derrière d'aller lever des fonds. Mais effectivement, c'est un cas assez rare. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on met en avant? Eh bien, on met en avant euh, les secteurs dans lesquels on travaillait avant. Est-ce qu'ils ont un lien avec ce qu'on fait aujourd'hui? Les expertises qu'on a eues. Est-ce que j'ai managé une équipe de 50 personnes? Est-ce que j'ai généré pour la boîte pour laquelle je travaillais 50 millions d'euros de chiffre d'affaires? En fait, encore une fois, et ça vaut pour tout le deck, il faut être factuel et les chiffres permettent d'être factuels. Euh, Si vous sortez d'école, et bien là, vous mettez en avant votre école, qu'est-ce que vous avez, quelle école vous avez fait, et aussi, quelle est la complémentarité entre associés. Ce qui est important, c'est de mettre en avant le fait que si vous êtes plusieurs associés, eh bien, vous avez des compétences complémentaires. Vous n'avez pas tous le même parcours, tous les mêmes compétences. Peut-être qu'il y en a un qui est très financier, l'autre très commercial, l'autre marketing. Peut-être qu'il y en a qui va être tech, un qui va être très produit. Enfin, l'idée, c'est de montrer que vous êtes la bonne équipe Mm. pour mener à bien ce projet parce que l'investisseur en early stage, il mise quand même sur vous, puisqu'il n'y a pas beaucoup de chiffres en général. Donc, le risque, il est sur vous en tant que fondateur. Et donc, l'idée, c'est de lui montrer que vous êtes les bonnes personnes pour le faire. On dit souvent, 100 personnes peuvent avoir, enfin, il peut exister 100 business similaires, mais ce qui fera la différence, c'est les personnes qui sont derrière le business qui vont réussir à exécuter plus rapidement et plus efficacement que les autres. Et vos capacités d'exécution, ça se voit aussi dans ce que vous avez fait. Si vous avez réussi à développer votre produit en 6 mois et que les 6 mois d'après, vous avez déjà euh, fait tourner un POC, une bêta, que vous avez rassemblé une communauté derrière vous, que vous générez du chiffre d'affaires, que vous êtes rapide dans votre exécution, tout simplement, forcément, c'est quelque chose d'intéressant et c'est ce qu'on cherche. Et n'oubliez pas la captable aussi, c'est important. Il y a tu en as un petit peu parlé aussi sur la slide marché, notamment, Ouais, si tu peux en dire deux mots sur les méthodes Tam Sam Sum qui ouais. sont généralement utilisées. Ouais, c'est un petit peu c'est un petit peu barbare de vous expliquer le Tam Sam Sam sans 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 les slides, exemple et tout. non, mais Mais regarde, je veux bien la slide bien parce que sûr, j'ai peur de vous assommer de trop d'informations. Merci Florent. Mais effectivement, le Tam Sam Sam, c'est une façon d'exprimer votre marché. C'est pas la seule, mais en tout cas, c'en est une qui est très utilisée dans les decks de start-up. Et en fait, c'est un peu un effet entonnoir, c'est-à-dire que le TAM, c'est la totalité de votre marché. Quand on parle de totalité du marché, c'est vraiment le secteur dans son ensemble. Mais ce qui est important, c'est de ne pas, enfin, c'est de lier le calcul de son marché, son market sizing, à son business model. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je ne vais pas prendre l'exemple des trottinettes qui est sur cette slide que je ne trouve pas assez pertinent. On va prendre l'exemple du marché immobilier. Si je suis une startup qui évolue, est-ce que Florent, tu peux revenir sur la slide d'avant? Merci beaucoup. Si je suis une startup qui évolue sur le marché immobilier et que je me rémunère à la commission sur les transactions, mon marché, je vais plutôt le calculer euh, en volume de transactions, puisque je vais prendre une commission sur ce marché. Si en revanche, je suis toujours une startup, toujours dans l'immobilier, mais que mon business model, c'est de l'abonnement de l'abonnement dédié aux agents immobiliers, mon marché, oui, c'est l'immobilier, mais c'est surtout le nombre d'agents immobiliers multiplié par le prix de mon abonnement. Donc en fait, on est sur le même secteur, mais on a deux façons de calculer son marché qui sont complètement différentes parce que le business model est différent. Donc ça, c'est la première chose que vraiment, c'est la chose à retenir, je pense, si vous devez retenir quelque chose sur le marché, c'est ça. Et après, vous l'exprimez effectivement de différentes façons. Et ensuite, le SAM, ça va être une petite partie de ce marché-là, la vraie niche sur laquelle vous êtes, parce que vous pouvez pas tacler l'ensemble d'un marché, surtout quand c'est un marché à plusieurs milliards.
Euh, et le somme, c'est le pourcentage de marché que vous pouvez prendre. Et ça, après, comme tu viens de le dire, c'est le go-to-market que vous avez en commençant d'abord par votre niche, etc. Là, on vous a donné un petit peu dans le désordre et il n'y a pas tellement d'ordre. En fait, il faut que ça fasse aussi sur cette partie une logique de storytelling et que ça Ouais, glisse bien et que ça coule bien la manière et en fait que ce soit fluide. C'est pour ça que je dis ouais, peut-être coule bien, mais c'est l'idée sur cette ouais, partie pitch. Et évidemment, l'objectif, donc on sait typologie, comment les contacter, objectif, avoir un rendez-vous et discuter avec eux. Suite au pitch, pitch, c'est vous présentez vous. Le deck, c'est ce qui est justement votre support avec les slides. Essayez d'ailleurs, et ça, c'est des conseils qu'on donne généralement. C'était Jean de la Roche-Brochard qui l'avait donné, effectivement, qu'on connaît pas mal. C'est 20 mots et 3 idées par slide. Effectivement, ça, on aime bien reprendre ça parce que ça permet d'être concis et factuel, comme tu l'avais dit. Et ce que toi, tu dis d'ailleurs avec Eldorado, surtout, c'est il y a 3 aspects principaux sur le pitch à retenir. Si on devait résumer, c'est l'empathie, l'impact et les chiffres. C'est ça ouais, que vous utilisez. ouais. Effectivement, nous, on aime bien rappeler ces trois mots-là. On trouve que c'est assez parlant. L'empathie, pourquoi? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que si vous n'arrivez pas à sensibiliser votre audience à votre problématique ou votre lectorat à votre problématique, ça va être compliqué d'attraper leur intérêt pour l'intégralité du deck. Et ça passe par cet entonnoir qu'on construit, cet entonnoir de réflexion où on parle d'une problématique qui est générale et donc qui potentiellement peut toucher tout le monde ou en tout cas qui parle à tout le monde. Et ensuite descendre en granularité dans la complexité du dossier et dans le détail. Mais si vous commencez tout de suite en rentrant dans la technicité de votre produit, vous allez perdre en fait les investisseurs qui voient des centaines de decks voilà, il suffit que l'investisseur ouvre votre deck un mauvais jour où il est fatigué, où il est mal luné ou que sais-je, et en fait ça passe à la poubelle. Euh, donc, effectivement, l'empathie, c'est se mettre à la place de son lectorat, c'est se mettre à la place de quelqu'un qui ne connaît pas votre marché, ou qui ne connaît pas votre problématique, et vous poser la question de comment est-ce que je fais pour l'intéresser à ça. L'impact, on ne parle pas forcément d'impact environnemental ou sociétal. Ici, on parle vraiment de l'impact au sens très large de quel est l'impact de votre produit, de votre entreprise sur l'état de l'art actuel, sur le marché actuel. En fait, qu'est-ce que vous apportez de nouveau réellement, concrètement au marché et quel impact cela va avoir en termes d'innovation, en termes de chiffres, en termes, effectivement, si vous êtes une entreprise, une start-up que vous vous définissez comme étant une start-up à impact environnemental et sociétal, là, il faut chiffrer vos projections. C'est comme des projections financières, mais ce sont des projections extra-financières. Quel est le tonne de CO2 économisé, etc. D'où Donc, l'importance de ces 3 points. Donc, oui, je vois que l'heure tourne, il est ouais, bien déjà sûr, bien sûr. 19h30 et on a quasi fini. Si on se respecte et on s'en tient à cette heure, il y a quand même le dernier point dont on va parler assez rapidement, sans rentrer évidemment dans le détail sur la partie juridique, mais peut-être pour terminer sur cette partie pitch, comme je le disais, généralement c'est entre 12 et 30 slides, ce que vous communiquez d'ailleurs côté Eldorado. Pareil, on rejoint cet aspect. Évitez même 30, ça commence à faire beaucoup. Ouais, Si vous c'est pouvez les beaucoup. mettre en annexe, plutôt essayez entre 10 et 20 slides, c'est très bien. Euh, et de toute façon, s'il y a besoin d'aller plus loin, bah déjà, vous avez réussi à être convaincant. D'ailleurs, sur cet aspect forme, essayez d'avoir une accroche au début. Les principales minutes, enfin les premières minutes plutôt, sont les plus importantes. Et quand je dis minutes, c'est aussi secondes, sur la manière dont vous pouvez captiver l'investisseur et aussi créer ce lien par rapport à la fluidité de votre discours, de votre pitch. Et pour ça, entraînez-vous. Entraînez-vous à la fois évidemment en français et pratiquez-le vraiment, pratiquez encore et encore, et aussi et surtout en anglais. N'oubliez pas qu'il y a des investisseurs qui ne sont pas forcément francophones, donc vous pouvez ouvrir, et c'est pas que en France, hein, ces investisseurs, on en voit, d'ailleurs, c'est légal, nous, avec énormément d'investisseurs anglais qui sont sur la plateforme. Donc, pratiquez. Et souvent, on n'est pas très bon, nous, en France, déjà en pitch. Alors, en Mm. anglais, c'est une catastrophe. Pas pour tout Mm. le monde, évidemment, mais et pour ça, il faut s'entraîner. D'ailleurs, on organise, nous, une pitch session en anglais. Vous pouvez vous y entraîner. C'est avec Anthony Rose, notre CEO, qui est à lieu, je crois que c'est le 7 novembre. Euh, mais on pourra aussi communiquer ça. En tout cas, suivez-nous, que ce soit sur LinkedIn, vous pourrez suivre cette partie, vous inscrire et donc vous entraîner. Ce sera à Station F, parce qu'on est aussi à Station F.
avec Seed Legal, où on côtoie évidemment Aude et les équipes d'Eldorado. Pour terminer peut-être sur la partie juridique, donc ce dernier point, évidemment, ces aspects-là, il faut les anticiper, on l'a dit, on a répété quand même ce mot pas mal de fois, mais évidemment, l'idée, c'est pas non plus que vous vous transformiez en avocat. Non, c'est heureusement pas l'idée et le projet, mais par contre que vous connaissiez évidemment les principaux termes qui peuvent se retrouver dans une lettre d'intention, à commencer bien sûr avec la valorisation. Qu'est-ce qu'une valorisation pré-monnaie? Qu'est-ce qu'une valorisation post-monnaie? Je ne vais pas rentrer non plus trop dans le détail là-dessus, mais ces éléments, vous devez les connaître. Est-ce que vous devez connaître aussi ce qui est une table de capitalisation fully diluted versus non fully diluted, donc complètement dilué, ou sur une base non complètement diluée, non fully diluted? Hyper important de pouvoir bien maîtriser ça. Évidemment, sur ces aspects, on peut vous accompagner, on vous accompagne en tout cas, côté site légal. Sur les autres aspects un peu amont, c'est évidemment côté Eldorado, et on a l'habitude de travailler sur des dossiers communs. Sur cette partie juridique, pour synthétiser, j'en ai dit un petit peu quelques mots dans la présentation des grandes étapes, mais ayez toujours en tête que dans la lettre d'intention, ce sont vraiment les termes principaux que vous allez négocier. Donc, sur une base déjà un peu plus concrète que juste on a discuté avec l'investisseur après avoir eu ces échanges, après ce qu'ils aient pu être convaincus avec le pitch. Maintenant, ils sont prêts à commit. Donc, même avant de parler de l'aide d'intention, un aspect qui est important, c'est avoir ce soft commit par email disant oui, je serai prêt à pouvoir investir le montant de X. Ça, déjà, si vous l'obtenez, c'est top. Et ça permet de pouvoir enchaîner ensuite sur OK, mais sur la base de quel terme? Et c'est là où entre en jeu cette fameuse lettre d'intention qui peut prendre différentes formes. Mais en tout cas, elle n'est pas engageante. Ça, c'est à retenir aussi de votre côté. Elle ne va pas vous engager. Donc, elle ne va pas surtout engager les investisseurs à investir obligatoirement. Elle est non engageante, sauf sur deux clauses qui sont la confidentialité et si vous discutez aussi d'une exclusivité avec ces investisseurs, c'est-à-dire que vous ne négociez pas avec d'autres. Exclusivité, c'est le principe. Et donc, qu'est-ce que vous allez retrouver dans cette lettre d'intention? C'est une partie, j'en parlais, gouvernance, et une partie économique. Économique, c'est la valorisation. Ce sont ensuite les droits qui ont trait à tout ce qui est cession des actions, potentiellement aussi garantie de l'investissement des investisseurs si ce sont des actions préférences auxquelles on y attache potentiellement des droits préférentiels tels que la liquidation préférentielle et d'autres éléments, plein d'informations que vous pouvez retrouver évidemment sur ces dégages pour rentrer un peu plus dans le détail de ces différentes clauses. Mais sachez que sur tout ce qui est précide site, généralement, on va peut-être pas y retrouver ces clauses de liquidation préférentielle ou autres clauses anti-dilution comme le BSA Ratchet, qu'on trouvera dans des tours un peu plus structurants. Mais encore une fois, hein, c'est à remettre en perspective avec le contexte. On en parlait dans le premier point. Évidemment, les investisseurs ont plus tendance à vouloir se garantir et garantir leur investissement, notamment avec des clauses. Aujourd'hui, on est dans un contexte qui est quand même plus avantageux aux investisseurs, avec moins de concurrence entre investisseurs pour investir, ce qui forcément fait le jeu des investisseurs. Et dans le cadre de la négociation aussi, avec vous, c'est toujours un rapport de force, mais dans lequel après, il faut trouver un équilibre et un compromis, ce qui en dit aussi long sur le rapport que vous pouvez avoir avec ces investisseurs dans le moment de cette négociation de la lettre d'intention. Donc, et une fois qu'on a défini ces aspects donc économiques et gouvernance, peut-être sur la partie gouvernance, tu en parles aussi un petit peu, c'est est-ce que vous allez mettre en place un comité stratégique, donc un board dans lequel vous allez avoir vos investisseurs, notamment les plus impliqués. Mais si vous avez 15 business angels, vous n'allez pas avoir les 15 dans votre board, hein. Ou si vous le faites, vous êtes très mal accompagné, vous n'avez pas très bien compris le sujet, mais heureusement, ce n'est pas le cas. Et vous allez avoir peut-être un représentant des investisseurs, mais même à votre stade, mettons, vous faites un pré-seed, peut-être pas besoin d'avoir ce comité stratégique en place de manière structurelle. Vous allez attendre et vous allez vous dire, mais non, je vais structurer ça à un tour de financement un peu plus mature, là où je vais avoir des représentants des investisseurs, où je vais faire effectivement du reporting. Je n'ai pas envie de me défocus. Évidemment, vous tenez au courant vos investisseurs dans le cadre de cette gouvernance, mais sans implication active de ces investisseurs à qui vous devez vous rendre des comptes et notamment demander l'accord préalable avant de prendre des décisions stratégiques, décisions que vous négociez dans la lettre d'intention. Voilà un peu l'idée de ces négociations. Ayez en tête les clauses que vous allez retrouver. Elles sont toutes les mêmes, raison pour laquelle, évidemment, on s'est dit que c'était intéressant de standardiser ces aspects plutôt que en fait, réinventer la roue et vouloir justement passer du temps à négocier des termes ou des clauses juste en écrivant, en réécrivant des choses, en payant pour ça, ce qui ne faut pas le coup. Donc, autant automatiser, être efficace dans cette logique parce que c'est le but de votre côté, c'est pas la finalité que de lever des fonds, c'est le moyen d'atteindre l'objectif suivant. Et le juridique, du coup, doit s'adapter à cette logique-là, évidemment. C'est pas la finalité, cette partie, non, c'est ce moyen. Voilà
pour ces 5 étapes dont on voulait parler avec vous. Peut-être des petites questions qu'on peut prendre à la volée. Allez, si on se laisse 5 minutes en plus, on a déjà eu 5 minutes de RAM, mais on commence à faire tard, on ne va pas vous prendre toute la soirée non plus. Évidemment, les contacts, on les partagera après. Mais pour prendre les quelques petites questions, il y avait une question de Hugues, une question-réponse. Quand on établit son besoin de financement pour une levée, on intègre les salaires de l'équipe qu'on va recruter. Quelle est la market practice pour la période de salaire à prendre en compte? 12 mois de salaire, 18. Aude, ta réponse? Ouais, ouais. C'est une question intéressante. Euh, Moi, j'ai envie de répondre qu'il n'y a pas tellement de market practice pour la partie salaire. En général, on dit qu'une levée de fonds, surtout en ce moment, ça doit permettre quand même de tenir sans relever des fonds au moins 12 voire 18 mois. Ouais, 18, Euh, 24 même. ouais, encore Ouais, une fois, parce qu'on ne sait pas comment sera le marché demain. ouais. Euh, mais j'ai surtout envie de vous dire la manière quand même la plus rationnelle de réfléchir quand on construit son prévisionnel et qu'on met la levée de fonds dans son BP, c'est qu'effectivement, ça va vous permettre de recruter et de payer les salaires suite à ce recrutement. Mais normalement, alors ça dépend encore une fois du modèle, mais c'est vrai que ces recrutements doivent avoir pour objectif de générer de la croissance. Les investisseurs, ils mettent des tickets dans des postes qui vont, quand je parle de postes, c'est dans des dépenses qui vont générer de la croissance. Donc, euh, si la poche d'investissement est correctement gérée et allouée, au bout de quelques temps, les salaires vont être épongés par la croissance générée par cette levée de fonds. Mais pour moi, levée de fonds, oui, 18 mois, 18 24 mois, ouais, effectivement. Parfait, merci pour cette réponse. Il y avait un commentaire de Seb qui disait Mazella, coutume de dire, donc Frédéric Mazella, fondateur de Blablacar, une levée égale un objectif. Ouais. Évidemment, ouais, ça rejoint tout à fait ce que tu as pu dire sur cette partie. Quand on parlait aussi, donc on a répondu à Seb sur la partie 5 ans prévisionnelle, etc. Ce qui est aussi une question, mais peut-être un commentaire, c'est la valorisation augmente avec le temps. Non, en principe, oui. C'est quand même cette logique d'augmentation de valeur par rapport au travail qui est fait, notamment en lien avec ce que tu as dit, la croissance du chiffre Oui. d'affaires qui a vocation à augmenter. Après, quand on voit des graphes et que vous présentez dans vos prévisionnels, évidemment, c'est avec une logique exponentielle souvent, mais on sait très bien, et c'est pour ça que c'est en lien avec les 5 ans, pas trop de visibilité, mais est-ce que réalistiquement, oui, ça va être cette croissance exponentielle, tout le monde la cherche. Est-ce que tout le monde la réalise? Je vous laisse répondre, mais vous avez l'idée. Est-ce que tu veux ajouter un petit point peut-être là-dessus? Sinon, je prends. Est-ce qu'il y a d'autres Ouais, questions? bah, non, non, mais effectivement, oui, en toute logique, la valorisation est censée évoluer. Néanmoins, je pense que la question a été posée quand on expliquait que les échanges avec les investisseurs pouvaient durer 6 mois. Si vous commencez à des échanges, du due diligence avec un investisseur en janvier 2024, que vous vous mettez d'accord sur une valo, sauf que lui, sa due diligence dure parce que, je sais pas, peut-être que vous êtes dans l'industrie et qu'en fait, il y a plein de choses à aller challenger, à échanger, etc. euh, Bah, votre valorisation, vous n'allez pas pouvoir la faire augmenter 6 mois après, déjà parce qu'en 6 mois, effectivement, votre croissance n'aura pas forcément explosé. Enfin, je vous le souhaite, mais pas forcément au point que la valo change, enfin, augmente de 1 million. Et puis, parce que si vous avez déjà échangé valorisation avec l'investisseur au début de la due deal, euh, ça va être compliqué de revenir sur une valorisation. Alors, effectivement, elle aura peut-être évolué de quelques centaines de milliers d'euros. euh, mais voilà, ce sera pas Enfin, selon moi, en tout cas, j'ai pas vu de cas où la valorisation avait doublé ou triplé parce que les échanges avec les investisseurs avaient duré. Et ça, c'est un point effectivement important, cette logique de valorisation. Si vous voulez en savoir plus, évidemment, il y a toutes nos vidéos sur YouTube ou alors sur notre blog. Il y a également énormément de contenu sur le blog de Eldorado qui a une très bonne qualité de contenu ici ou là. Évidemment, merci beaucoup, Aude, pour Avec ce plaisir, merci. webinaire et cet échange. On espère évidemment que ça vous a été utile. Et si vous voulez échanger, que ce soit avec nos experts, j'ai mis le lien dans la discussion. Pareil, on va vous passer aussi les contacts des équipes Eldorado si vous voulez échanger avec les équipes pour préparer justement cette stratégie-là de Ouais, financement, soit, on le rappelle, sur la partie dilutive, non dilutive. Bon, on a dépassé exactement. de 10 minutes, mais bon,
Je pense que c'est pour le plaisir de tout le monde, en tout cas, on l'espère. Merci Aude encore Merci à toi. et très bonne Merci à soirée à tous. tout le monde. Merci Au revoir. beaucoup. Bonne Au soirée. revoir.